Alors, tu vois, maintenant, on va passer. Alors, là, vous avez compris ces 4 vertus dont je vous ai parlé, ce sont des vertus de base. C'est-à-dire que c'est important, c'est très important. Si on ne les pratique pas, tout s'écroule de notre existence, mais ce n'est pas pour ça que ce sont les vertus clés du leadership. Mais elles sont absolument nécessaires au leadership, sinon tout s'écroule. Le leadership est une activité humaine, et donc il doit y avoir la pratique de ces 4 vertus, comme dans toute activité humaine. Mais la spécificité du leadership, ce qui fait que vraiment une personne est un leader, c'est la magnanimité et l'humilité. Vous et moi, on connaît beaucoup de gens qui pratiquent ou qui essaient de pratiquer les 4 vertus fondamentales, mais qui ne sont pas des leaders. Vous êtes d'accord avec moi? Et alors là, la grande question, elle est finalement, c'est quoi le leadership? Pour arriver à définir les qualités du leader, les vertus du leader, il faut définir ce qu'est le leadership. Alors, il y a plein de définitions de leadership. Il y en a au moins 50. Et ces définitions dépendent des valeurs que tu as. Tu demandes à Staline, c'est quoi le leadership? Tu as une réponse bien claire. Il te dira, le problème, c'est les êtres humains. Supprimer les êtres humains, il n'y a plus de problème. Ça, c'est le basique, ça. Donc, le leadership dépend fondamentalement de ce que toi, tu entends par personne humaine. Puisque je vous ai dit que le leadership consiste fondamentalement à faire avancer les personnes. Donc, moi, ma définition de leadership, elle est très claire. C'est vraiment grandir en faisant grandir les autres. Un leader, c'est quelqu'un qui grandit en faisant grandir les autres. Donc, il y a 2 choses dans le leadership. Il y a une vision de la grandeur. Tu vois. Il y a une vision de la grandeur. Donc, il y a cette magnanimité dont nous allons parler, qui est l'attention vers les grandes choses. Et il y a l'idée de service. C'est-à-dire pas seulement l'idée, mais la pratique du service de l'autre. C'est-à-dire que tu grandis en faisant grandir les autres. Tu as une vision de la grandeur, mais tu veux la grandeur pour toi et pour les autres. Ce que tu veux, c'est développer les personnes. Ce que tu veux, c'est que les personnes grandissent en tant qu'êtres humains, qu'elles atteignent l'excellence. Donc le leadership est vraiment un phénomène d'éducation, c'est le educere. Et le educere suppose une vision de la grandeur et une vision du service. La magnanimité et l'humilité. Ça, c'est ma définition, c'est une définition aussi de bien des gens aujourd'hui qui en sont arrivés à cette conclusion, que le leadership n'est pas le management, c'est des choses très très différentes. Même si les grands managers qui ont été des grands leaders ont été des managers extraordinaires. Si tu pratiques le management, si tu pratiques dans le management, tu pratiques le leadership, tu auras un management extraordinaire. Parce que tu fais avancer les personnes, et c'est les personnes qui sont l'essence même d'une entreprise. Je me souviens, Michelin me répétait toujours, c'est pas l'argent de l'entreprise qui est fondamental, c'est pas l'équipement qui est fondamental, la technique, ce sont les personnes. Ce sont les personnes qui sont créatives, sont celles qui font avancer les choses. Et donc, si tu as du leadership, il est normal que tu aies à long terme aussi un management extrêmement efficace. Et tu vois, on parlait des sociétés comme Kimberly-Clark, à la tête de laquelle tu avais Darwin Smith dans les années 70, ou des sociétés comme Southwest Airlines de Herb Kelleher au Texas, sont les sociétés qui sont numéro 1 mondial dans leur sphère. Kimberly-Clark, c'est numéro 1 mondial du papier d'eau de consommation, Kleenex, Huggies, c'est Kimberly-Clark. Ce sont des sociétés qui ont eu des types à leur tête pendant de nombreuses années qui étaient vraiment des leaders. Des gens qui ont à long terme, planifié à long terme et qui ont pensé vraiment à investir dans leur personnel et qui ont pratiqué le leadership vertueux. Et ces entreprises sont arrivées à des résultats de type managérial qui sont fantasmagoriques comparés aux entreprises habituelles, parce qu'il y a eu un leadership absolument incroyable. C'est parce qu'il y a eu un grand leadership dans ces entreprises qu'il y a eu un management absolument fantastique, très supérieur aux autres. Donc, le leadership à long terme, ça provoque effectivement des résultats matériels qui sont tout à fait extraordinaires. Donc il n'y a pas une confrontation entre ces 2 idées, il y a seulement l'idée que si tu pratiques le leadership, il est normal que ça aussi ça ait des effets, non seulement au niveau de la croissance des personnes, mais au niveau de ce que les personnes peuvent faire, donc au niveau du management, au niveau de l'action, au niveau des résultats, même purement financiers. On le voit bien dans le business.
Et c'est important d'en parler parce que beaucoup de gens, ils disent que le management et le leadership, c'est des choses qui sont opposées et qu'il ne faut pas qu'il y ait de leadership parce que le management doit faire du management. Alors qu'en réalité, le vrai management, il applique le leadership, sinon ce n'est pas du management, c'est autre chose. Ou c'est un management extrêmement limité, dans le temps. Management à courte durée. Alors là, tu vois, on entre dans la zone spécifique du leadership. Vous voyez bien qu'il y a bien des personnes qui sont bonnes parce qu'elles essaient de pratiquer les vertus qu'on appelle cardinales, qui sont les vertus fondamentales, mais il leur manque quelque chose pour être leader. Il leur manque l'idée, il leur manque la pratique de la grandeur et du service. Il n'y a pas de mission dans leur existence. Il y a seulement une pratique de 4 vertus qui fait de toi une personne qui sait penser bien, qui sait prendre des décisions, qui sait maintenir le cap, qui sait être audacieux quand il faut l'être, qui n'est pas un animal parce qu'il dirige ses émotions, et puis qui est capable de communiquer avec la société et avec les autres, capable d'aimer un minimum les êtres humains, et donc c'est un être humain tout à fait respectable. Tu vois, un bon gars, il est bon, mais c'est pas un leader. C'est pas un leader parce qu'il lui manque cette grandeur et ce service. Il lui manque une mission dans l'existence. Il lui manque la vision de son talent. Et alors là, la magnanimité, il faut qu'on en parle un petit peu. Parce que c'est un truc pas du tout habituel. Hein. Aux États-Unis, les gens ne savent même pas comment prononcer le mot magnanimity. Je donnais beaucoup de conférences aux États-Unis et même à l'armée, à l'école de guerre. Aux États-Unis, à l'école de guerre, je me souviens d'un général qui vient me voir et qui dit votre truc de la magnanimity, c'est vraiment extraordinaire. Il ne savait pas dire le mot magnanimity en anglais. C'est sa propre langue. Et les autres autour, je voyais qu'ils avaient du mal. Hein. Ils ne savaient pas où mettre l'accent. Magnanimity, ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas ce mot. Mais ils savaient que c'est un mot anglo-saxon, que c'est un mot anglais, quoi. Ils ont entendu parler de la magnanimité. Vous et moi, on a été éduqués fondamentalement dans l'humilité. C'est une vérité. On n'a pas de problème au niveau de la prononciation du mot humility en anglais, tout le monde est d'accord. En français non plus, tout le monde, l'humilité, c'est beau. La magnanimité est un mot tellement peu commun que moi je dis souvent la magnanimité. Parce que j'ai le même problème que les Américains, mais sur l'autre côté. Du côté français, c'est que je ne l'ai même pas entendu quand j'étais jeune. Donc je dis la magnanimité, parce que ça me semble plus beau que magnanimité. Magna, c'est plus fort que mania. Mania, c'est un peu maniaque. Alors que magna, là, ça fait vraiment mégalo, quoi. La mégalopsychie grec, c'est vraiment ça. C'est la mégalopsychie, hein, c'est le mot grec de la magnanimité, c'est-à-dire la grande âme. Psyché, c'est l'âme, et mégalo, c'est-à-dire grand. Micropsychia, c'est la pusillanimité, c'est la petite âme. Tu vois, donc c'est un mot d'origine grecque, la magnanimité, qui était utilisé déjà bien avant Aristote, Platon, les anciens Grecs l'ont beaucoup utilisé. Alors chez les anciens Grecs, avant Aristote, c'est quoi la magnanimité? C'est tout ce qui a à voir avec la grandeur. Donc ils incluent dans la magnanimité tout ce qui est générosité, miséricorde. Pour eux, c'est la grandeur. Et donc c'est inclus dans la magnanimité. Mais Aristote, lui, il va dire non. Non. La magnanimité, c'est une vertu particulière. Ce n'est pas la générosité, ce n'est pas la miséricorde, c'est autre chose. Il va dire la magnanimité, c'est la vertu de ceux qui se considèrent dignes des grandes choses. La magnanimité, c'est la vertu de ceux qui se considèrent dignes de grandes choses. Pas rentrer dans trop de détails historiques, mais l'idée, c'est que chez Aristote, il y a 2 mots clés, dignité et grande chose. Tu vois, il y a grandeur et grande chose. Grandeur et dignité chez Aristote. Grandeur et dignité. C'est-à-dire, un être magnanime, c'est une personne qui a en fait une vision de la grandeur de l'être humain, de la vocation de l'être humain, une vision de la force, la beauté de l'esprit humain. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il est né pour les grandes choses et qui veut faire quelque chose de grand de son existence. Et les gens demandent souvent, mais c'est quoi la grande chose finalement?
Ben, la grande chose, c'est l'excellence personnelle. La grande chose de ta vie, la plus grande chose de ta vie, c'est la construction de ton âme, de ton existence. C'est la construction de ton esprit. C'est ton développement personnel. Ça, c'est la chose la plus grande. C'est ça, c'est toi. Toi, tu es le grand projet, en fait. Et donc, un esprit magnanime, c'est surtout quoi? C'est surtout une personne qui rêve d'elle-même, qui rêve d'être grand. Mais pas au sens être roi ou président de la République, c'est évident. Ce n'est pas une personne qui rêve des honneurs, c'est une personne qui rêve d'atteindre l'excellence humaine à laquelle elle aspire et à laquelle elle doit tendre naturellement parce qu'elle est un être humain. Parce que dans le langage chrétien, c'est la sainteté. Mais dans le langage en dehors du christianisme, c'est l'excellence. L'excellence, c'est-à-dire la pratique excellente des vertus humaines. Donc une personne qui est magnanime, c'est une personne qui rêve. Qui rêve de quoi? Qui rêve d'abord d'elle-même. C'est ça. C'est très important. Hein. La magnanimité, c'est pas la folie des grandeurs. Hein. La magnanimité, c'est la capacité de rêver sur soi-même et de rêver sur les autres, de se considérer soi-même comme étant en progrès, en croissance, et rêver de devenir une personne tout à fait excellente, de développer toutes les vertus dont on est capable et de développer à un niveau maximum, d'être capable de rêver et d'être capable de transformer ensuite ce rêve en action. Donc il y a la contemplation dans la magnanimité et il y a l'action. Vertu complexe, parce qu'il faut les deux. Alors, chez Thomas d'Aquin, il y a une définition, il reprend Aristote et il dira « le magnanime, c'est celui qui se considère digne de faire des grandes choses ». Tu vois, chez Aristote, c'était une personne qui se considère digne de grandes choses. Thomas, il a rajouté un élément qui est de se considérer digne de faire de grandes choses. Et c'est normal parce que Thomas d'Aquin, c'est un Italien, c'est un Européen. L'action est très importante. Donc il va apporter une nouvelle dimension, qui est la dimension action. Et en réalité, on voit que les deux sont importants dans la magnanimité. Il y a une vision de soi-même, la vision de l'excellence humaine vers laquelle tu dois tendre, et le rêve sur soi-même, le rêve sur les autres, d'aider les autres à atteindre ce rêve de transformation personnelle. Et il y a en même temps l'action, faire des grandes choses. Pas seulement être grand, mais faire les grandes choses. Mais le sens profond et direct de la magnanimité, c'est surtout être grand, c'est rêver de soi-même, avoir des rêves pour soi-même. Et ça nous pousse à passer à l'action, ça nous pousse effectivement à réaliser des grandes choses dans l'existence. Et il faut l'un et l'autre. Et par tempérament, vous vous rendez bien compte, il y a des gens qui sont poussés vers la contemplation, d'autres qui sont poussés vers l'action. Et là, vous vous rendez compte facilement que dans les tempéraments, il y a un aspect de la magnanimité pour chaque tempérament qui va être difficile et un autre qui va être plus facile. Mais ce n'est pas la magnanimité en général qui va être difficile. C'est soit l'aspect contemplatif, soit l'aspect actif qui va être difficile pour les personnes en fonction du tempérament qu'ils ont. Donc tu vois, conscient de sa dignité propre, conscient de ses forces et ses talents, le rêve, ça c'est la contemplation. Affirmation de sa dignité propre, affirmation de ses forces et ses talents, la mission, ça c'est l'aspect action. Alors pour le colérique, on voit bien, le colérique, l'action, ce n'est pas un problème. Il est toujours porté sur l'action. Pour le colérique, la contemplation n'est pas un problème dans la mesure où il a une vision de ses propres talents. Le colérique, il a conscience de ses talents. Absolument. Il sent cette force, il sent son talent personnel, etc. Il sent cette énergie qu'il a. Quel est le problème du colérique? Il a une tendance à l'activisme aveugle. Et ça, c'est important d'en parler, parce que beaucoup de gens sont portés sur l'action. Et on pense, ça doit être
c'est un magnanime. C'est un magnanime, c'est pour ça qu'il est toujours dans l'action. Il rêve de choses, il les réalise. Là, il faut vous rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a énormément de gens. L'action dans leur vie, ce n'est pas du tout la conséquence de la contemplation et de la grandeur. C'est l'inverse. C'est la fuite en avant, parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. C'est l'absence totale de contemplation, donc de vie intérieure, qui les pousse vers l'action, pour oublier qu'ils ne sont rien du tout. Tu as beaucoup de gens qui sont toujours en train de faire des choses, et l'objectif, en fait, c'est d'oublier, tout simplement, que ce sont des nuls. Oublier qu'il n'y a rien à l'intérieur. Et ils ont peur d'eux-mêmes, ils ont peur de la contemplation, ils ont peur, en fait, du silence. Et donc, ils sont toujours en train de faire des choses. Et ce n'est pas un signe de magnanimité. C'est plutôt un signe de pusillanimité, c'est la petitesse. Alors, chez le colérique, ça se manifeste tout de suite, quoi. Tu vois tout de suite. Le colérique, comme il est porté sur l'action, il va en faire encore plus. Il va en faire encore plus. Oui, à 6h30. Donc, tu vois, le magnanime, il se dit, il faut faire attention. Ici, j'ai mis un portrait de Jeanne d'Arc. Parce que Jeanne d'Arc, c'est un être colérique, mais son action n'est jamais dégénérescence. L'action de Jeanne d'Arc, c'est toujours la conséquence de sa contemplation intérieure. C'est un être extrêmement contemplatif, Jeanne. En même temps, c'est un être actif, extrêmement actif, parce qu'il est colérique. Mais sa contemplation, c'est toujours la conséquence c'est la magnanimité pure et dure. Ça, c'est vraiment la conséquence de sa contemplation. C'est l'opposé de ces gens dont je suis en train de vous parler aujourd'hui, qui sont des gens qui sont lancés dans l'action. Mais cette action est le fruit d'un néant. C'est le fruit du fait que, c'est la conséquence du fait qu'ils n'ont rien à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc faites attention. Quand on vous dit attention, c'est un type magnanime, parce que vraiment, il y a beaucoup d'actions dans ça, il faut faire attention. De quoi tu parles ? Est-ce que cette action, c'est la prolongation de la contemplation, donc une vision de moi-même, une vision de ma dignité propre, et est-ce que l'action, c'est la conséquence de tout ça, ou est-ce que cette action, c'est plutôt l'action pour l'action ? Et si tu vois que c'est l'action pour l'action, ça devient pervers. C'est un vice, c'est plus de la vertu, c'est pas de la magnanimité. Alors tu vois, ouais, c'est ça. Pour le mélancolique, la contemplation n'est pas un problème, parce que le mélancolique, il est porté naturellement vers la contemplation. Ce qui va lui coûter, c'est l'action. Tu vois, il est conscient de sa propre dignité, il est conscient de ses talents, il se fixe facilement des objectifs nobles et élevés. Ça, c'est intéressant. Tu vois, le mélancolique, une force aussi qu'il a, c'est qu'il est conscient que ses talents sont des dons de Dieu. Les mélancoliques, ils se disent toujours, mais non, c'est pas moi qui ai écrit, c'est Dieu qui a écrit. Tu vois, Platon, tous ces gars, les poètes, ils disent, mais non, c'est pas moi, c'est ma muse. Le poète, il se dit, je suis inspiré par une muse. C'est Dieu qui m'inspire, c'est pas moi qui ai écrit. C'est quelqu'un d'autre qui écrit en moi. Le mélancolique, il y a un aspect divin, je dirais, dans la contemplation du mélancolique. Il dira facilement, bien sûr, que c'est pas moi le créateur. C'est le créateur qui crée à travers moi. Le colérique, il a plus de difficulté à reconnaître que ses talents surtout s'il n'est pas chrétien, que ses talents lui viennent de l'extérieur. Il pense que c'est le produit de son activité. Mais chez le mélancolique, qu'il soit chrétien ou pas mélancolique, il a toujours conscience que son talent est un don, qu'il vient de l'extérieur et qu'il vient d'en haut. Le mélancolique est plus spirituel en fait que le colérique de ce point de vue. Mais ce qui va lui coûter, c'est l'action. L'audace, tu vois. Il craint l'action dans laquelle les interactions humaines se manifestent irrémédiablement. Il a tendance au pessimisme, il exagère la difficulté, il a peur de l'inconnu. Il n'aime pas prendre de risques, il a besoin de certitude dans toute chose. Ça, on l'a déjà dit, je ne reviens pas là-dessus. S'il est audacieux, s'il pratique l'audace, le mélancolique peut devenir un magnanime. Facilement. Parce le mélancolique, il a tout pour être magnanime. Il a toute cette contemplation intérieure qui fait que sa vie, son action ne va jamais être dégénérescence. Ne va jamais être une dégradation, une dégénérescence de lui-même.
ça va être toujours la prolongation de sa vie intérieure. Le problème, c'est qu'il faut qu'il apprenne à manifester sa volonté dans les faits. Il faut qu'il apprenne l'action. Il faut qu'il apprenne à prendre des risques. Donc, on en revient au principe de base. Si le mélancolique pratique la vertu d'audace, il sera très facile qu'il pratique la vertu de magnanimité. Alors ça, tu vois, c'est Eric Liddell. Eric Liddell, vous avez tous vu le film Les Chariots de Feu. Chariots de Feu 1983. Eric Liddell, qui était un type absolument extraordinaire. C'était un pasteur protestant écossais qui rêvait d'aller évangéliser la Chine. Mais un jour, il s'est rendu compte qu'il courait très très vite. Et alors, il a pensé, il faut que, avant d'aller en Chine, il faut que j'aille à Paris, aux Jeux Olympiques. Il était aux Jeux Olympiques de Paris. Sa spécialité, c'était le 100 mètres, course. Mais comme lui, en tant que bon protestant, on lui a fixé le 100 mètres le dimanche. Il dit non, le dimanche, je ne cours pas. Donc, on lui a offert le 400 mètres. Il a offert le 400 mètres et il a dû se préparer pendant plusieurs mois au 400 mètres, qui n'était pas sa spécialité. Et il a quand même battu le record du monde au 400 mètres à Paris, 1926. Mais alors, et ensuite, il est parti en Chine et il est mort dans un camp de concentration japonais en Mandchourie en 1945, dans son action de pasteur. Un type de fait extraordinaire, un très beau film, 1983, Chariots of Fire, Les Chariots de Feu. Lui, il a une phrase très belle qui incarne l'idée de magnanimité et d'humilité, c'est Dieu, God made me fast. Dieu m'a créé rapide. Il a une vision parfaite de la magnanimité et de l'humilité. Humilité, magnanimité, c'est que je suis rapide, et ça j'en suis courant, je suis au courant et je le sais. Et humilité, de dire ce talent, c'est pas mon talent, il m'a été donné par Dieu, donc je sais d'où il vient. Donc ta vérité et magnanimité, donc ta humilité et magnanimité, d'un type absolument extraordinaire, c'est vraiment le leadership dans le sport, contemplatif et actif. Donc lui c'était un sanguin. C'était un sanguin, Eric Liddell. Et là tu vois donc, pour la contemplation, ils ont des difficultés en principe les sanguins. Ils ne sont pas très contemplatifs, naturellement. Ils ont beaucoup besoin de développer l'aspect contemplatif de leur existence, ces sanguins. Parce qu'ils aiment l'amusement, ils aiment le maintenant, ils aiment être en contact avec les autres, ils n'aiment pas la solitude, ils n'aiment pas trop réfléchir sur eux-mêmes. Ils aiment plutôt le contact humain avec les autres. Et donc, seuls, ils sont du mal. S'ils ne sont pas spirituels, c'est-à-dire s'ils ne développent pas la vertu, ils vont avoir beaucoup de difficultés. Et ils ne peuvent pas être magnanimes, c'est évident. Ils sont portés sur l'action, ils sont portés sur commencer des grandes entreprises, etc. Mais le gros problème du sanguin, il faut l'apprendre à être seul avec lui-même. Il faut l'encourager à être seul, à s'habituer, à réfléchir, à penser, à contempler, et pas seulement à être dans la communication. Tu vois, il faut lui faire comprendre que tu peux donner seulement ce que tu as. Et donc il va falloir que tu développes en toi beaucoup de choses que tu as ensuite envie de donner aux autres. C'est naturel, c'est bien, tu aimes communiquer, tu aimes communiquer, mais qu'est-ce que tu nous donnes ? Il faut que tu aies quelque chose à l'intérieur. Et ces choses à l'intérieur, tu vas développer à travers la contemplation. Et c'est ça qui fera de toi un être magnanime. Donc les sanguins, si tu veux développer en eux la magnanimité, il faut les encourager à être plus contemplatifs. Il faut les encourager à lire des livres qui ne soient pas forcément du Harry Potter tous les jours, mais à lire un peu de littérature classique qui va être difficile pour eux, parce qu'ils ne rigolent pas tout le temps, parce qu'il n'y a pas de blagues, parce que c'est plutôt tragique, etc. Mais il faut que le sanguin apprenne à lire des choses qui sont profondes, qui sont plus contemplatifs, parce que c'est ça dont il a besoin. Parce que l'aspect communication, communicabilité, communion, pour lui, ce n'est pas un problème. Voilà. Il sera capable de populariser, je dirais facilement, toutes ces choses qu'il doit intérioriser. Donc les sanguins, voilà à quoi il faut les encourager pour être magnanimes. Demain, on parlera bien sûr en détail de la magnanimité, l'humilité, tout ça, on va en reparler. Mais là, je suis en train de vous montrer du point de vue des tempéraments quels vont être les challenges qui vont se poser. Ça, c'est mon ami Jérôme Lejeune, ça flegmatique. Alors pour le flegmatique, la contemplation, c'est aussi un gros problème. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que lui, il a des difficultés à apprécier son propre talent. Jérôme, il n'a aucun problème, il a conscience de son talent. Parce c'était un grand magnanime. Mais beaucoup de flegmatiques ne sont pas magnanimes du tout. Et ils ont du mal à accepter ils ont du mal à voir les talents qu'ils ont. Ils ne font pas d'investigation, ils ne savent pas de se connaître.
Donc, c'est pour ça que je dis que la magnanimité, c'est vraiment c'est la grande qualité dont tu as besoin. Le magnanime pour arriver à se développer. Le flegmatique pour arriver à se développer. Il a besoin d'action et en même temps de contemplation. Donc, il faut dire au flegmatique, il faut que tu rêves. Toi, ton grand défi, c'est la magnanimité. Il y a eu beaucoup de flegmatiques magnanimes, donc ne me dis pas que ce n'est pas possible. Un très grand exemple de flegmatisme, c'est le gars dont je vous ai parlé, Darwin Smith, directeur de la société Kimberly-Clark pendant 25 ans, dans les années 80-90. Et alors, Darwin Smith, c'est un type qui est devenu, je crois, en 1983, président de Kimberly-Clark. Il y a un type qui a écrit un livre sur lui qui s'appelle Jim Collins. Et le livre s'appelle From Good to Great. Il a écrit beaucoup, il a analysé beaucoup l'entreprise de Darwin Smith. Et Darwin Smith, effectivement, en 3 ans, il a transformé l'entreprise qui était au bord de la chute, au bord du chaos, au numéro 1 mondial du papier de haute consommation. Donc un très grand manager. Alors Darwin Smith, c'est un flegmatique total. C'est un homme d'une très grande rationalité, avec une très grande spiritualité, énormément de vertus, totalement flegmatique. Tellement flegmatique que lorsque Jim Collins, après avoir écrit son livre, où il y a les résultats de l'entreprise, où on voit que cette entreprise a obtenu des résultats absolument extraordinaires, est allé voir notre ami Darwin Smith pour le connaître personnellement. Il était sous le choc, parce qu'il a vu un type qui est un grand flegmatique. Mais lui, il connaissait les résultats de l'entreprise. Il savait ce que ce type avait fait. C'est devenu le numéro 1 mondial du papier de haute consommation, Kleenex, Huggies, tout ça, c'est lui. Et en même temps, il voyait le type. Il dit, je n'en croyais pas mes yeux. Je ne voyais pas la relation entre le type et les résultats. Qu'est-ce qui se passe? Il voyait un tempérament flegmatique. Il voyait un tempérament flegmatique. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Sur la base de ce tempérament flegmatique, Darwin Smith, depuis qu'il est jeune, il a développé énormément de vertus. Et notamment la vertu de magnanimité. L'histoire de Darwin Smith est très claire. Lorsqu'en 1983, il a été nommé, en 1975, je ne me souviens plus exactement, il a été nommé directeur général de la société, il a regardé autour de lui. Il a vu que cette société existait depuis 100 ans. C'était un empire qui faisait du papier, pas du papier de haute consommation, mais du papier mâché, du carton. Et il n'y avait pas de concurrent. Et donc la société produisait ce produit, et les gens achetaient parce qu'il n'y avait pas de concurrent, les prix étaient hauts, la qualité était basse, comme en Union soviétique, pas de concurrence. Mais qu'en même temps, ces employés étaient devenus des minables, des fonctionnaires. Et il s'est dit, moi, je ne suis pas né pour être un fonctionnaire, je ne suis pas né pour être un minable. Moi, j'ai envie d'être un grand. Je rêve de grandeur. Je veux la grandeur pour moi-même et je veux la grandeur pour mes employés. Et il se dit, comment est-ce que je vais faire ça? Il commence à réfléchir et il va élaborer une stratégie incroyable qui va être vendre tout ce qu'on a, toutes les usines de papier mâché aux États-Unis, même au Wisconsin, où on a les headquarters de la société. Et on va investir tout cet argent dans un nouveau produit qui est le papier de haute consommation. Et là, on va être obligé de lutter contre des entreprises énormes comme Procter & Gamble, 3M, Scott Paper, qui sont des monstres sur le marché. Et lui, il se dit, comme ça, on va se mettre à bosser. Comme ça, on va être obligé de travailler. Comme ça, on va dégager ce qu'il y a de mieux en chacun d'entre nous. Et comme ça, je vais transformer ces hommes et ces femmes qui travaillent avec moi, je vais les transformer de l'état de fonctionnaire à l'état de personnes de haute productivité créatrice, d'excellentes personnes. Il a lancé l'idée, les actionnaires ont suivi, il a quand même licencié, je ne sais pas, 10% du personnel parce que c'est des personnes qui ne voulaient pas suivre cette stratégie. Il est très critiqué, les journaux l'ont accusé d'être complètement fou, d'être un demeuré, d'être un imbécile.
il a continué pendant 3 ans, il a continué ce processus de transformation de l'entreprise. Il n'a jamais cédé, même si c'est des gros journaux, hein, des journaux très respectables qui le critiquaient. Il n'a jamais répondu aux articles de journaux contre lui. Donc beaucoup d'endurance, beaucoup de courage, d'audace, donc d'endurance, beaucoup de contrôle de soi pour ne pas se fâcher. Parce que quand tu es en train de réaliser une transformation de ce niveau-là et tu ne sais pas comment ça va se terminer, il faut avoir de la tempérance. Hein. Pas facile. Beaucoup de justice parce qu'il est en train de transformer son personnel qui sont des fonctionnaires au niveau psychique et psychologique. Il est en train de les transformer en personnes magnanimes, en êtres créatifs. Donc il est en train de faire une opération spirituelle tout à fait intéressante et vraiment très noble et magnanime. Et au bout de 3 ans, sa société a eu des résultats déjà qui étaient meilleurs financièrement que les 3 monstres dont je vous ai parlé. Donc c'est une personne qui était magnanime. Il est mort maintenant il y a longtemps, il était magnanime, c'est-à-dire qu'il avait développé la magnanimité depuis qu'il était petit, et pourtant il avait un tempérament fondamentalement flegmatique. Et je vous répète à tel point que Jim Collins, lorsqu'il est allé le voir, il était sous le choc, parce qu'il n'arrivait pas à croire que cette personne et les résultats qui sont là, il y a une relation entre les deux. Donc, beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, maintenant, vous vous rendez bien compte que le leadership a très peu à voir avec le tempérament. Le tempérament, il est quelque chose qu'on doit connaître, parce que c'est le tempérament qui te montre quelles sont les vertus qui vont être un challenge pour toi. Et lui, il devait savoir dès le départ qu'il est flegmatique. Et donc, il va falloir qu'il développe la magnanimité. Et il l'a développé d'une manière absolument exponentielle. Comme Jérôme Lejeune, c'est un grand flegmatique, c'est un très très grand magnanime. Darwin Smith, c'est un très grand flegmatique et c'est un très grand magnanime. Donc quand aujourd'hui les gens vous parlent de leadership, colérisme, vous dites non, écoute, les leaders les plus connus de l'humanité, c'était des flegmatiques. Dans le business, dans la science, flegmatiques. Donc, c'est pas la même chose. Il faut connaître son tempérament parce que le tempérament te dit quelle est la vertu qu'il va falloir que tu développes pour trouver un équilibre dans ton existence. Mais le leadership, tous les tempéraments sont représentés dans le leadership, absolument tous. Vous voyez ? Alors, on va en terminer ici pour aujourd'hui. Demain, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir la vertu d'humilité, on va voir le rapport entre l'humilité et la magnanimité, et on va voir des choses pratiques demain, qui vont être comment on pratique surtout la magnanimité. Vous êtes partant ? Comment on pratique l'humilité, comment on pratique la magnanimité. Donc on ne parlera plus du tempérament, on va rentrer dans le cœur de la vertu, et je vous donnerai les éléments pratiques pour vous aider à pratiquer ces 2 vertus. Pas les 4 autres. Les 4 autres, on les a oubliés, c'est terminé, c'est plus l'essence du leadership, c'est les vertus qu'il faut pratiquer bien évidemment. Mais magnanimité et l'humilité, il faut absolument que vous partiez de là avec quelques indications extrêmement pratiques pour votre existence, pour pouvoir développer ces 2 vertus de manière efficace.